Historique avec des acteurs qui tout au long de la journée sont intervenus pour nous présenter leurs différents dispositifs, différentes pépites, différents projets. Et bien cette année, on va en retrouver pas mal d'entre eux, et notamment pour commencer cette journée-là, on avait fait appel à Monsieur Christophe Bortolasso, voilà, qui est responsable de R&D à Berger-Levrault, et il nous avait un peu, mis à jour, mis à niveau sur les différents fondamentaux autour de l'IA, de la data, avec les différentes écoles, les différentes technologies. Et depuis, et ça avait vraiment servi à tout le monde pour partir sur un même niveau de connaissance, pour enchaîner sur la suite et les différentes tables rondes. Et depuis, il s'est passé des choses dans le domaine, évidemment, ça bouge très très vite. C'est pourquoi on avait envie de le revoir cette année et qui nous partage sa vision de cette évolution-là. J'accueille tout de suite sur le plateau Monsieur Bortolasso de Berger-Levrault. Merci beaucoup. À qui je passe le micro et la zapette. Merci. Merci Louis. Super, je te remets ça et puis je te retrouve dans une trentaine de minutes. Oui, à peu près. Super. Allez, merci, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont présents et tous ceux qui sont à distance. Alors, j'étais venu l'année dernière et j'avais fait à quelque chose près la même présentation. L'objectif qu'on avait essayé de pousser l'année dernière, comme l'a dit Louis, c'est de remettre à niveau, donc de faire une couche de vulgarisation très très forte sur les technologies autour de l'intelligence artificielle et donc de facto de la data qui l'alimente. Donc je vais reprendre et je vais faire à peu près la même présentation que l'année dernière. Comme l'a dit Louis, il y a quelques évolutions parce que ça bouge, il se passe des choses. Et il y a des nouveaux constats qu'on fait aujourd'hui en 2020 et qu'on ne faisait pas encore en 2019 chez Berger-Levrault. Donc, IA en 2020, j'ai volontairement donné ce titre désillusion et maturité, peut-être un peu provocateur. L'objectif, c'est effectivement de montrer en partie toutes les espérances, les espoirs, les fantasmes, en quoi aujourd'hui deviennent parfois un peu désillusoires, pour rebondir sur une phase de maturité et un vrai usage de l'intelligence artificielle en milieu industriel, avec des cas d'application concrets et très pragmatiques. Alors, l'année dernière, je refaisais ce constat avec tout un tas d'articles qui alimentent, moi, personnellement, mon flux d'informations et d'actualités, et beaucoup de vérités, beaucoup de contre-vérités, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de bêtises aussi. Et quand on regarde dans les journaux, ce qu'on observe globalement, et on observe globalement deux camps. Un premier camp extrêmement terrifiant, qui nous amène à penser que l'IA est quelque chose de dangereux et peut dépasser des limites qui seraient pas souhaitables pour l'humanité. On retrouve là-dedans des acteurs comme Elon Musk ou même Stephen Hawking qui avait émis ses réserves. Et puis de l'autre côté, des scientifiques, des techniciens qui eux sont beaucoup plus pragmatiques, des techniciens très connus comme Yann Lequin, et qui nous disent mais écoutez, il y a plein de choses très intéressantes avec l'IA, il n'y a pas de quoi en avoir peur, ce sont des technologies comme les autres, et on va pouvoir faire plein de choses formidables, et c'est pas Terminator. Moi je vous pose une question là-dessus, Parmi ces deux camps, il n'y en a qu'un seul des deux qui a déjà entraîné un réseau de neurones, et c'est pas celui de droite. Donc qu'est-ce qui se passe quand on rentre un petit peu dans la machine, qu'on ouvre le capot et qu'on regarde ce qu'il y a dedans? Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en 2020, je me suis posé la question avant de faire cette présentation aujourd'hui, je me suis demandé est-ce qu'on en est toujours au même stade? Est-ce qu'il s'est passé de nouvelles choses? Globalement pas. On retrouve toujours les mêmes frayeurs parfois, avec des articles du genre une intelligence artificielle pourrait-elle éradiquer l'espèce humaine? Voilà, on tombe sur des choses comme ça un petit peu fabulatoires. Et puis aussi des retours d'expérience avec une année de passé et des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Typiquement, Google Google et YouTube plutôt, qui revient sur ces techniques de modération de vidéos et qui fait appel à des êtres humains pour rectifier des erreurs. Donc l'IA n'est pas magique, elle ne sait pas tout faire, et on en a des exemples concrets. Néanmoins,
Reprenons les bases, et c'est ce qu'on va faire sur le début de la présentation, et après je reviendrai sur des exemples. Donc les bases. De quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle? Déjà, il y a un premier élément qui est important, c'est le terme d'intelligence, qui particulièrement en français est une forme de faux ami. Alors il faut revenir faire un petit peu d'historique. Et artificial intelligence est un terme anglais qui a été inventé dans les années 50. Et intelligence en anglais n'a pas tout à fait la même sémantique qu'en français. Et ça, c'est important de revenir dessus et de bien le préciser. Intelligence en anglais, on parle d'intelligence par exemple quand on parle de collecte de données pour la défense. Intelligence en anglais fait vraiment appel à cette capacité, cette aptitude à emmagasiner de l'information pour créer de la nouvelle information et faire de la prise de décision. En français, on est sur une sémantique un petit peu différente. Vraiment, quand on parle d'intelligence, on parle d'intelligence humaine, on parle de conscience, on parle de notre capacité d'adaptation, notre capacité à créer des concepts. On voit bien qu'on est sur deux niveaux qui sont quand même pas sensiblement les mêmes, et il faut faire attention avec ce terme. Alors je dis pas, il n'y a pas que les francophones qui parfois fabulent sur l'IA, nos amis anglo-saxons le font aussi, mais je trouve que cette distinction est intéressante parce qu'elle nous permet de faire un pas de recul avec la sémantique du français, de dire quand on parle d'IA, est-ce qu'on parle vraiment d'intelligence? Vous allez voir, on va rentrer dans le détail, vous allez voir que c'est peut-être pas tant le cas que ça. Alors tiens, on a des petits décalages sur les diapos, mais qu'importe. Il y a globalement dans la théorie tout un continuum entre ce qu'on appellerait les IA faibles et les IA fortes. Les IA fortes, c'est Terminator. Et ça n'existe pas, et ça ne va pas exister demain, ça on peut se le dire entre nous, et sans trop de réserve. Les IA fortes, c'est quoi? Ce serait une IA adaptative, qui est capable de traiter n'importe quel type de données, qui est capable de comprendre n'importe quel type de situation, qui est capable d'en réinférer des nouveaux modèles, des nouveaux comportements, des nouvelles décisions, et même de se faire évoluer au fil du temps. Ça, on en est encore vraiment très très loin. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, ce sont des IA faibles, qui prennent des données, qui sont capables de les traiter, de les analyser, d'en déduire des modèles et de les exploiter. Ça fonctionne très bien dans des cas spécifiques, plus ou moins larges, mais on est très loin des robots et des machines qui vont gouverner le monde. Alors, tiens, il nous manque quelques éléments, mais c'est pas grave, la magie de l'informatique. Quand on parle d'IA aussi, l'IA qui serait normalement affichée au centre de la diapo là, il faut bien comprendre qu'on parle de tout un ensemble de technologies, tout un ensemble de domaines scientifiques et de disciplines. Largement, on parlerait de perception, de logique, on retrouverait les théories des graphes, on retrouverait tout ce qui tourne autour du traitement du langage naturel. Il y a aussi beaucoup d'IA dans le domaine de la robotique. Mais depuis quelques années, quand on parle d'IA, et probablement à tort, on parle d'une chose, on parle d'apprentissage machine, de machine learning. On va détailler un petit peu après ce dont on parlait, comment ça marche, mais on parle la plupart du temps d'apprentissage machine. On va voir d'apprentissage supervisé, non supervisé, on va faire la différence. Donc ça aussi, c'est important de le préciser. Derrière IA, il y a beaucoup de choses et il y a aussi plein de domaines qui sont peut-être moins tape à l'œil, qui font peut-être des avancées et des percées moins significatives depuis quelques années, mais qui sont néanmoins extrêmement intéressantes, par exemple le système multi-agent ou les sciences cognitives. Alors, pourquoi on parle d'IA depuis un peu moins d'une dizaine d'années? On a eu un boom en 2012. En 2012, à la conférence ImageNet, c'est une conférence avec un défi, un challenge. Et le challenge est le suivant, il est relativement simple. Simple en tout cas à expliquer. Il y a une base de données avec une large quantité d'images et sont associées avec les images des labels. J'ai des images de bateaux, de chiens, de chats, de voitures. Et à côté de l'image, j'ai des métadonnées qui me disent là-dessus, il y a effectivement une voiture, une fleur, un avion, un individu, qu'importe. L'objectif du challenge, c'est de prendre cette base de données et de proposer l'algorithme qui va permettre de reconnaître les objets qui sont dans les images le plus largement possible. Jusqu'en 2012, on est arrivé avec des techniques qui n'étaient pas encore celles du deep learning et des réseaux de neurones comme on les utilise aujourd'hui. On arrivait à des taux de détection intéressants, mais de l'ordre de 80%.
On arrive à trouver 80% des éléments dans les images, de reconnaître correctement 80% des objets dans les images. Arrive en 2012 et on fait des bonds assez colossaux, et on arrive rapidement à 90, puis l'année d'après à 93, et 95, 97, 98, 99. Donc pourquoi en 2012 ça perce? Tout simplement parce qu'on s'est mis à faire deux choses nouvelles qu'on faisait pas ou peu avant. C'est refaire sortir des chapeaux les techniques de réseaux de neurones et de réseaux de neurones convolutionnels avec plein de couches, voilà, des techniques qui existaient déjà avant mais qu'on ne réexploitait pas ou peu, et surtout on les a combinées avec les puissances de calcul qu'on connaît aujourd'hui, et notamment en exploitant les puissances de calcul qui sont dans les cartes graphiques, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc les taux de détection se mettent à exploser, et là réellement on commence à se demander s'il n'y a pas derrière plus de choses à faire et des technologies intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Parce que les réseaux de neurones, c'est un gros mot. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens comprennent exactement ce qu'il y a derrière. Et donc, vraiment, mon ambition, ce n'est pas de faire un cours sur l'IA, mais juste de donner deux grandes différences. Et pour l'illustrer sur l'apprentissage machine, je vous propose de donner les détails entre ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage supervisé. Alors, quelle est la différence? Elle est fondamentale. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage non supervisé? L'objectif, c'est de prendre vos données, de les traiter, de les représenter d'une manière ou d'une autre, et ensuite d'utiliser des algorithmes qui existent. Là, on en a un exemple avec l'illustration. C'est un algorithme qui s'appelle les K-moyennes et qui permet de décomposer des jeux de données en un ensemble de clusters et de sous-classes. Voilà. La particularité de cet algorithme-là en particulier, et il y en a des tonnes d'autres, c'est qu'il faut avoir un expert qui est en capacité de vous dire à l'avance, dans ce corpus-là, je vais chercher 30 classes. Ça, il faut le savoir. Et ça, seul l'expert qui connaît bien les données, le terrain et les particularités est capable de vous donner ce type d'informations. Donc c'est très intéressant parce qu'on a des algorithmes qui existent depuis de nombreuses années et qu'on peut utiliser tels quels. Par contre, vous allez avoir sur chacun de vos use cases avoir besoin d'un expert qui connaît bien le détail et qui sait déjà un petit peu à l'avance quel va être le résultat attendu. Très différent, l'apprentissage supervisé. Alors là, la différence, elle est fondamentale parce que on va plus donner un corpus de données avec les informations et les réglages pour faire le découpage ou identifier les choses qui vont dedans. La seule chose qu'on a besoin, c'est d'avoir des données qu'on qualifie de annotées. Typiquement, là, sur cet exemple-là, on avait l'exemple sur ImageNet. Je vous donne des images de chats et je vous dis aussi que c'est un chat. Je vous donne des images de chiens, je vous dis que c'est un chien. Je vous donne des images d'un moteur et je vous dis ça, c'est le moteur de telle particularité, avec telle référence. Donc je vous donne les exemples des données et je vous les qualifie aussi. À partir du moment où vous êtes en capacité de faire ça, avec des techniques dites d'apprentissage supervisé, vous pouvez entraîner un modèle qui va apprendre à reconnaître ces choses-là. Et ensuite lui présenter des nouveaux exemples qu'il n'a jamais vus, et il va être capable de vous dire, oui, c'est un chat, c'est une plante, c'est un avion, c'est la langue française, c'est la langue anglaise, etc. Donc la différence, elle est fondamentale. Avec de l'apprentissage supervisé, quelque part, plus besoin d'experts. L'expert, je dis bien quelque part parce qu'on verra plus tard que les choses ne sont jamais aussi simples que ça, mais plus besoin d'experts. Ce qu'il faut par contre au préalable, c'est avoir des données dites annotées. Et ça est rare, c'est parfois compliqué à fabriquer, mais une fois qu'on les a, on va dire quelque part qu'on peut se mettre à utiliser ce type de technique, et c'est particulièrement efficace. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail de tout ça, et qu'on se demande vraiment, qu'on ouvre un petit peu plus le capot, qu'on se pose la question, on peut se poser deux questions, c'est qu'est-ce que ça permet de faire, et comment ça marche? Parce que ça paraît relativement magique de montrer des images, une centaine de milliers d'images de chats à la machine, de lui montrer un nouveau chat qu'elle n'aura jamais vu et qu'elle soit capable de dire oui c'est un chat ou non c'en est pas un. Comment ça fonctionne derrière? Parce qu'il n'y a pas eu de développeur qui est venu rentrer dans le réseau de neurones, les poils, les indicateurs, les particularités, disons un chat a des oreilles, des poils et fait 60 cm de long, etc. Enfin, personne ne l'a écrit, c'est la machine qui l'a deviné elle-même. Alors comment ça fonctionne? Et qu'est-ce que ça permet de faire? Première chose intéressante, qu'est-ce qu'on fait avec de l'IA? Globalement, deux grandes catégories de tâches. La première, c'est les tâches de prédiction. J'ai un ensemble de données, et je suis capable de prédire leur suite logique. La deuxième, une tâche de classification.
Je suis capable de prendre des données et de les découper en carrés, découper en classes, pardon. Donc je suis capable de ranger les données dans différentes classes et de les labelliser comme ça. Alors derrière, j'ai mis Madame Irma, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Il n'y a rien de magique. Ce qui se passe, c'est globalement ça. Ce sont des statistiques. Tout ça n'est que statistique. Donc, comme je vous disais, dans des activités de prédiction, on va chercher à trouver la courbe qui passe le mieux par un ensemble de données. Dans les tâches de classification, on va chercher à décomposer nos données en 1, 2, 3 sous-clusters, sous-classes, sous-ensembles d'éléments. Donc rien de magique. Ce qu'un réseau de neurones fait derrière, c'est ça. C'est tout. Ni plus, ni moins. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, et pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, si on prend typiquement une tâche de prédiction, là on a un exemple de régression linéaire, un exemple que j'ai piqué sur un channel YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Science Étonnante, parce qu'il est simple et illustratif. Vous avez ici, sur votre gauche, un tableau, que vous pourriez mettre sur Excel, avec des valeurs de diamètre et de hauteur d'arbre. Okay, j'ai le diamètre en centimètres et la hauteur en mètres. Okay, relativement simple. Une fois que je place mes points sur une courbe, vous pourriez faire ça avec Excel. Une fois que je place mes points sur une courbe, j'obtiens mon petit graphe là ici, et j'ai mes petits points verts qui s'affichent. Ce qu'on a envie de faire, c'est de faire passer une courbe qui passe par là. Il dit, tiens, quand même, c'est rigolo. Il y a une loi sous-jacente derrière les arbres qui doit déterminer la hauteur en fonction du diamètre ou le diamètre en fonction de la hauteur. Il y a une corrélation qui existe, d'accord ? Elle n'est pas forcément visible de prime abord, mais quand on se met à tracer les données, elle existe. Que va faire un algorithme d'apprentissage machine ? Eh bien, si vous revenez un petit peu à vos cours de maths de lycée, on a une fonction affine ici, y égale à x plus b. Eh bien, il va juste chercher à faire varier a et b pour trouver la meilleure droite qui passe par tous les points. Alors, c'est un cas trivial, extrêmement trivial. Ici, on a 2 colonnes et quelques ensembles de données. Maintenant, quand vous vous mettez à appliquer ça avec des réseaux de neurones ou sur des jeux de données plus larges avec des cinquantaines, 60 000 variables, pourquoi pas, ça continue à fonctionner exactement de la même manière. C'est beaucoup plus difficile à afficher, à représenter et à comprendre pour l'être humain, mais ça marche de la même manière. Donc rien de magique derrière tout ça. Évidemment, ici c'est un cas très simple de régression linéaire, très très simple, que j'ai choisi volontairement parce qu'il est facile à expliquer et facile à comprendre. Sur des cas plus ambitieux, on fait des choses beaucoup plus complexes. Mais le principe reste le même derrière. Rien de magique, pas Madame Irma, ce ne sont que des statistiques. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? L'année dernière, j'avais pris quelques exemples grand public, en tout cas qui moi personnellement m'avaient marqué sur l'année 2019 et l'année 2018. J'ai refait l'exercice un petit peu cette année, j'en ai retenu quelques autres, et je vous montrerai 2-3 exemples qui, je trouve, ont été marquants cette année. Évidemment, ça n'est pas du tout exhaustif, mais en tout cas, sur les cas d'application grand public, c'est ce que moi j'ai retenu. Je vous montrerai après quelques cas d'application chez Berger-Levrault, qu'on met en œuvre en utilisant de l'apprentissage machine, et vous verrez qu'on fait des choses aussi extrêmement pragmatiques. Alors, cas d'application, on a parlé de reconnaissance d'images, toujours avec les exemples très rigolos de chats et de chiens qu'on fait reconnaître sur des réseaux de neurones. Plus largement, la reconnaissance d'images a une utilisation, une utilité colossale dans tout ce qui est autour du véhicule, de la voiture autonome notamment. Là, vous avez un extrait d'une vidéo, mais typiquement, c'est ce que peut voir une voiture autonome quand elle circule dans la rue. On lui apprend à reconnaître d'autres voitures, des personnes, des bus, des feux, des panneaux, d'accord ? Donc on lui apprend à reconnaître tout un ensemble de choses. Par contre, si demain, elle passe dans l'image des objets qu'elle n'a jamais vus, problème. Donc encore une fois, c'est pas magique. La machine ne réfléchit pas. Elle a appris à reconnaître des objets, des formes qui respectent une forme de pattern graphique. D'accord ? On avait eu l'exemple, si je ne dis pas de bêtises, si je ne me trompe pas, avec Tesla, où une Tesla avait pilé parce qu'elle avait elle avait vu une poche poubelle qui volait sur la route, elle a cru que c'était un chat. C'était arrêté, non, c'est une poche poubelle. Donc, alors, lui a jamais appris à reconnaître une poche poubelle qui vole sur la route, elle s'est complètement plantée.
Donc, rien de tout ça n'est magique, encore une fois. On apprend aux machines à reconnaître des patterns dans des images. Un autre exemple, celui-là, il est assez bluffant et il fait beaucoup parler parce qu'il va permettre de faire tout un ensemble de choses assez terribles et même de créer des fake news. C'est tout ce qui est génération d'images avec des technologies qu'on appelle les GAN, par exemple. Ici, vous avez un exemple. La personne à droite n'existe pas. Ce monsieur n'existe pas. Ce monsieur est la conséquence de la fusion de plusieurs visages. Et ce monsieur n'existe pas. La machine l'a créé. Elle a appris à reconstruire le visage, à reconstruire les patterns qui constituent un visage à partir d'autres exemples. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est très intéressant. Dans le cas de la construction de visage humain, c'est particulièrement inquiétant, mais ça peut avoir des tonnes d'autres cas d'application, comme par exemple pour faire de la génération de texte, de la génération d'articles. Mais ça m'a marqué cette année et je pense qu'on va continuer à voir beaucoup de choses comme ça dans les années qui viennent. On a parlé beaucoup d'images, parce que c'est toujours des exemples qui sont relativement faciles à illustrer. On fait aussi plein de choses extrêmement intéressantes en génération de texte. Cet article qui date d'il y a vraiment pas longtemps, et le 8 septembre cette année, sur The Guardian, ils ont fait un éditorial qui a été entièrement généré par une IA. Il a été généré par une IA entraînée par OpenAI, qui est une société américaine, qui a été fondée par Elon Musk, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Lui qui a peur de l'intelligence artificielle, fonde des sociétés qui en font, c'est marrant. Avec un nouveau modèle qui a été entraîné sur la langue anglaise, qui s'appelle GPT-3, et qui permet de faire de la génération de texte. Ce qui est assez bluffant, c'est qu'à partir de quelques informations, un petit peu comme on le ferait avec un journaliste pas très aguerri, débutant, on lui donne quelques informations sur le contenu d'un texte qu'on va vouloir, quelques concepts, et il est capable de générer le texte. Et il est capable d'en produire un texte qui est syntaxiquement correct, qui a du sens, et qui raconte une histoire. C'est vraiment assez bluffant. Un dernier exemple, je ne sais pas s'il y a des développeurs parmi vous, et on en reparlera à la fin. Je crois que le prochain boom de l'IA et de ce qu'on a appris à faire en termes de génération de texte, c'est aussi de l'appliquer au code et à la génération de code. Et alors là, je pense qu'on va vraiment pouvoir aller très très loin. Pourquoi on va pouvoir aller très très loin ? Parce qu'il y a des propriétés de structure dans le code qui ne sont pas celles de la langue humaine. La langue humaine, le français, l'anglais et plein d'autres langues, sont des langues qui la plupart du temps sont non déterministes. Elles sont compliquées, il y a de l'ambiguïté. Ce n'est pas le cas dans du code. Un code, c'est déterministe, ça fonctionne, point barre. Sinon, la machine est incapable de le décoder. Et donc, on se met à arriver à pouvoir... Là, vous avez un exemple où on traduit des exemples de code d'un langage à un autre. Ça marche extrêmement bien. Et je pense que demain, nos développeurs ne développeront pas juste tout seuls, mais développeront aussi avec des IA qui ont appris des exemples de code, des bonnes pratiques, des utilisations de frameworks, des conseils qui ont été posés derrière par leur lead développeur et qui poseront des concepts d'architecture. Donc l'IA va devenir le compagnon du développeur. Ça, on peut s'y attendre. Et c'est déjà le cas dans certains IDE où on fait de l'aide à la complétion de code, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Ça, c'était complètement inattendu. Et donc, c'est l'IA fait par les développeurs au service des développeurs. Très rigolo et très intéressant. Alors, quelques exemples chez Berger-Levrault. Je vous parle de ces exemples-là, que je connais bien, parce qu'on les pousse, on les développe en interne. Ce qu'on s'attache à faire chez Berger-Levrault, c'est d'utiliser l'IA pour des cas extrêmement concrets. Donc, on a pris quelques exemples grand public là. Certains sont plus ou moins futuristes. Nous, on se pose la question de savoir comment l'IA peut assister les administrations, les utilisateurs au quotidien. Alors, quelques exemples. La reconnaissance d'objets. On en a parlé. Je me devais quelque part de vous parler de cet exemple-là parce que c'est un des premiers qu'on a mis à l'œuvre dès 2012 ou 2013, si je ne dis pas de bêtises, avec des ambitions de reconnaissance d'objets dans des images satellites. Alors nous, on ne vient pas reconnaître des voitures et des panneaux, ni des chats et des chiens, mais pour le coup, on est parti, on a essayé de reconnaître des arbres. Comment est-ce qu'on cartographie, on reconnaît, on inventorise des arbres dans une ville pour faire de la gestion des espaces verts.
Comment est-ce qu'on reconnaît, et celui-là, cet exemple-là est toujours assez surprenant, comment est-ce qu'on reconnaît des tombes? Un cimetière, ça s'administre, ça se gère, ça se comptabilise, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc si on est en capacité de reconnaître des tombes sur une imagerie satellite, on peut plus facilement administrer et gérer nos cimetières plus intelligemment. Donc c'est une aide. Ceci dit, en passant, l'exemple des tombes est assez rigolo parce que si vous essayez d'entraîner un réseau de neurones à reconnaître des tombes sur des imageries satellites comme on l'a fait là, c'est extrêmement compliqué de différencier une tombe d'une voiture. Donc on est sur des cas qui sont très pratico-pratiques et pragmatiques et pour lesquels on se rend compte qu'il y a encore pas mal de défis scientifiques. L'IA pour la gestion. Les métiers cachés derrière, dans les bureaux des ressources humaines, de la comptabilité, notamment de l'administration publique, et dont on a grandement besoin, mais là aussi l'IA peut apporter plein de choses. Alors, encore une fois, des exemples très simples. Si on prend l'exemple des bulletins de paie, par exemple, dans les ressources humaines, on a tous les mois 7 millions de bulletins de paie qui sont en erreur, qui sont erronés pour des questions d'erreur de saisie, des jours de congé mal saisis, oubliés, mal posés, des absences mal saisies, mal posées, ou encore des augmentations qui ont été saisies ou ratées, faites le mois d'après. Bref, ça génère des erreurs. Il faut savoir que c'est un des premiers recours prud'homo, les erreurs dans le bulletin de paie. Donc, c'est pas anecdotique. Et bien là aussi, l'IA peut aider. On prend des bulletins de paie, on prend les données qu'il y a dedans, on vient, rappelez-vous, apprentissage supervisé, labelliser ceux qui ont été corrects et connus corrects, parce qu'ils n'ont pas donné lieu à des rectifications. Et puis on peut ensuite faire passer un bulletin de paie dans un modèle et dire est-ce que celui-ci est correct ou présente des anomalies potentielles. Et ça marche extrêmement bien. Et pour les ressources humaines, c'est d'une grande utilité. On sait faire aussi la même chose typiquement sur la facturation. C'est des choses qu'on travaille nous par exemple sur la facturation dans les établissements médico-sociaux. Régulièrement des erreurs de facturation pour les mêmes raisons, des oublis, tout ça. L'erreur est humaine à la base, mais on peut assister les administrations à anticiper ces erreurs-là et à éviter les propager et perdre du temps par la suite. On parlait de tâches de prédiction, on parle aussi de tâches de classification. Ça, c'est un exercice qu'on avait fait l'année dernière, mais qui reste toujours très intéressant. On s'était attaché à essayer de classifier les budgets des collectivités locales. On reprend les budgets de nos collectivités, on prend toutes les données sur plusieurs années, et on voit avec des méthodes d'apprentissage non supervisées et supervisées comment est-ce que la machine découpe statistiquement ces budgets-là en différentes catégories. Ce qu'on trouve là, et on s'était appuyé sur une étude de la DGFiP qui avait fait ça, on se retrouve avec 5 grandes classes. Et là, on arrive à voir les villes qui sont très investisseuses, en difficulté, très épargnantes ou en bonne santé. Donc là aussi, l'IA nous aide à redonner des profils, à recréer des profils, des patterns, pas des patterns d'objets dans des images, là, mais des patterns de budget. Ça marche exactement de la même manière. Un autre exemple. Vous avez vu tout à l'heure, sur l'exemple sur The Guardian, qu'on savait faire de la génération de texte. On sait aussi apprendre aux machines à sortir des informations dans un texte. Un exemple qu'on a mis à l'épreuve, c'est de voir si on était en capacité de sortir des informations dans des appels d'offres de marché public. Alors, un appel d'offres de marché public, il n'y a pas de format standard, il n'y a pas de modèle et de métadonnées standard, mais tous les documents se ressemblent globalement beaucoup. On trouve toujours à peu près les mêmes types d'informations, le titre, l'objet du marché, la date de remise, des sections avec des critères de sélection. Voilà, les documents ont quelque part une forme d'homogénéité. Et ça rend du coup la détection de ces informations relativement facile pour un être humain. Quand on a l'habitude, il suffit de le lire, on tombe rapidement sur les bonnes sections et sur la bonne information. On peut faire apprendre ça à une machine aussi, en prenant des exemples de documents. Et pour le coup, là, on n'en a pas pris des millions et des millions, mais avec une cinquantaine de documents, on raconte à la machine, on lui montre les endroits où la date de remise de l'offre est, c'est quoi une section de critères, on lui annote tout ça, on fait passer ça dans un réseau de neurones, et quand on lui montre un nouvel appel d'offres qu'elle n'a jamais vu, elle est capable de nous dire, voilà la date, la section de critères, c'est ça, l'objet du marché, c'est ça, voilà, et de faire sortir l'information tout seul. Et ça marche très 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 bien aussi. Donc là, c'est les cas sur les appels d'offres, évidemment, des situations d'extraction d'informations dans les documents,
il en existe des milliers de cas possibles. Et puis un autre qui nous tient à cœur aussi, on a tout un secteur qui s'adresse à l'industrie chez Berger-Levrault, notamment avec une de nos filiales, Carl Software. Et là, on s'intéresse à la maintenance prédictive. Alors, un terme que vous avez probablement déjà entendu par ailleurs. Mais là, les défis sont tout autres. Les défis sont d'être en capacité d'analyser des données qui viennent des capteurs qui sont sur les machines ou sur les équipements, d'être capable, et ça c'est très difficile, de détecter les anomalies qui sont présentes dans ces capteurs-là, parce qu'on est sur des systèmes cyberphysiques, parce que les anomalies, elles peuvent venir de tout un tas de phénomènes. Elles peuvent venir d'une perturbation physique, elles peuvent venir d'une perturbation de notre équipement, elles peuvent venir d'une variation de fabrication entre un composant et un autre. Donc, c'est particulièrement complexe à détecter les anomalies, donc, et aussi être en capacité de prédire, de prévoir si une machine va tomber en panne demain, après-demain, dans 15 jours, histoire d'avoir les actions préventive et d'éviter que celle-ci ne se mette en dysfonctionnement. Donc là aussi, un exemple dans lequel l'IA est particulièrement utile. Alors, pour conclure, je vais reprendre mes conclusions que j'avais fait en 2019, texto, et j'y ai ajouté celles que je fais cette année. En 2019, donc à peu près à la même date, si je ne dis pas de bêtises, ce que je concluais, c'était les choses suivantes. J'ai essayé de vous l'expliquer brièvement en début de présentation. Il n'y a rien d'intelligent dans l'IA, ce sont des statistiques. D'accord ? Donc arrêtons d'imaginer que les machines raisonnent, ont une conscience et pensent. Tout ça, c'est de la science-fiction. Intelligence artificielle est un mot valise. On parle tout le temps d'apprentissage supervisé. Il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres techniques qui sont extrêmement intéressantes, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, parce qu'il nous faudrait 5 heures, mais que j'ai évoqué. Il y a évidemment les systèmes multi-agents, tout ce qu'on fait en sciences cognitives, la théorie des graphes, la logique. Il n'y a pas que l'apprentissage machine. Si vous avez des données, quelles qu'elles soient, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc c'est relativement simple. À partir du moment où vous avez des datas, il y a probablement un modèle à entraîner. Est-ce qu'il va fonctionner? Est-ce qu'il va converger correctement? Est-ce qu'il aura une utilité? Ce n'est pas à moi de vous donner la réponse, mais à chaque fois que vous avez un ensemble d'informations, de quel type qu'elles soient, qu'elles soient vidéo, qu'elles soient alphanumériques, qu'elles soient textuelles, qu'elles soient audio, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc il faut systématiquement essayer de se poser la question. Comment faire? Il y a l'embarras du choix aujourd'hui en termes de technologie. L'embarras du choix. J'avais une slide en plus l'année dernière que j'ai enlevée aujourd'hui pour gagner du temps, mais il existe des tonnes de frameworks, des tonnes d'algorithmes déjà écrits, déjà existants, des modèles aussi, plutôt grand public, on va en reparler après, qui existent et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire des choses. Donc on n'est plus dans l'état dans lequel on était il y a 10 ans. Aujourd'hui, on peut rapidement, sur des exemples relativement bien maîtrisés, écrire un petit peu de code, entraîner un modèle et avoir un cas d'application qu'on peut mettre à l'œuvre en quelques semaines, quelques mois. Ce n'est pas un travail colossal. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute à ces conclusions que je faisais l'année dernière? Eh bien, celle-ci. On parle énormément de big data. Tout le monde parle de big data. Tout le monde vient nous dire qu'il faut du big data pour faire de l'IA. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Et ça dépend. Ça dépend. Sur des cas extrêmement complexes, où vous avez énormément d'hétérogénéité, évidemment, il faut des larges quantités de données. Nous, on a mis à l'œuvre plusieurs exemples. Je vous ai donné l'exemple sur les bulletins de pêche, je vous ai donné l'exemple sur les appels d'offres de marché public, pour lesquels, avec très peu de données, on arrive à faire des choses qui fonctionnent très très bien. Donc ça dépend. Vous n'avez pas forcément besoin de monter un entrepôt de données avec des terras d'informations pour faire de l'IA. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc le small data, ça existe et on peut faire de l'IA avec peu de jeux de données. Encore une fois, ça dépend des cas. Les modèles grand public, on l'a vu avec l'exemple sur The Guardian. Les modèles, il existe plein de modèles pré-entraînés sur le net que vous pouvez utiliser, qui font des choses très intéressantes, typiquement pour le traitement du langage naturel.
Il y en a plusieurs. En français, par exemple, vous en avez un très connu qui s'appelle FR-WAC, qui a été entraîné sur des millions d'articles. GPT-3, qui est le dernier modèle de OpenAI, cette entreprise américaine qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il donne des résultats assez incroyables, il faut le reconnaître. Ils ont fait réellement un pas en avant. Mais GPT-3 ne sait pas parler avec un expert comptable. Donc, dans les cas que je vous ai présentés typiquement chez Berger-Levrault, ces types de modèles-là, pré-entraînés, préexistants, n'ont pas la finesse et la subtilité pour parler avec des experts techniques d'un métier donné. Parce qu'ils sont entraînés sur des corpus de données généralistes. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des solutions derrière qui sont de les réentraîner ou d'y ajouter des informations, de les tuner, de les compléter avec d'autres modèles. Mais attention, on ne fait pas tout avec les modèles grand public. Typiquement, Siri ne saura pas parler ressources humaines et encore moins GPT-3. Je vous l'ai mentionné dans les exemples. Je pense que la prochaine étape, si on fait cet exercice l'année prochaine, ce serait intéressant de voir si ça s'est produit. La prochaine étape, c'est l'IA pour le développement logiciel, qui était relativement, en tout cas pour moi, inattendu, mais qui fait entièrement sens avec les bons colossaux qu'on a fait en traitement automatique du langage naturel. On se rend bien compte que si on se met à appliquer ces techniques-là sur du langage informatique, sur du code, ça marche encore mieux. Ça marche encore mieux parce que l'hétérogénéité est moindre et on est sur des langages déterministes. Donc le prochain bond, c'est l'IA qui va devenir le compagnon quotidien du développeur. Ça, je pense qu'on verra l'année prochaine, mais on va voir des choses très, 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 très intéressantes. Et puis le dernier levier, le dernier constat de cette année, en tout cas, c'est les constats qu'on fait empiriquement, nous, par la pratique, c'est que c'est bien beau d'entraîner des modèles, mais quand vous êtes capable de certifier par des tests que votre code répond à un besoin particulier et il répond tout le temps, c'est beaucoup plus délicat avec une IA. C'est beaucoup plus délicat. À partir du moment où vous avez un modèle, comment est-ce que vous êtes dans la capacité de valider, certifier que ce modèle renverra toujours les bons résultats et renverra toujours des résultats qui sont cohérents. Il faut des mécanismes de contrôle supplémentaires par-dessus. Et donc ça pose des questions. Demain, si on est en capacité, je vous donne des exemples dans les factures, je suis capable de dire, tiens, une facture est en erreur. Oui, mais j'en suis sûr à 97%. Quid des 3% restants ? Sur les activités relativement sensibles, il peut y avoir des taux d'erreur comme ça qui ne sont pas acceptables. Et donc il faudra évidemment aller plus loin. L'explicabilité des modèles est un vrai sujet scientifique dans l'IA. Si on prend le versant industriel de cette question-là, moi j'ai envie de parler de certificabilité. Comment je certifie que mon modèle il marche. Il marche et il renverra toujours les bons résultats avec les bons taux d'erreur. Voilà. Donc ça, ce sont mes conclusions cette année. J'espère qu'elles vous aideront, vous, si vous avez des projets d'IA, des projets de traitement de la data, à faire des choix plus intelligents. Et puis évidemment, si derrière tout ça, vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Merci à tous.